J'aime sincèrement Cyberpunk 2077. Je vais pas tergiverser 10 ans, oui, j'aime ce jeu qui m'a fait prendre conscience que le jeu vidéo était un art beaucoup plus complexe qu'il ne semble l'être au premier abord. Le jeu vidéo, comme n'importe quelle forme d'art, est personnel, et chaque personne perçoit son message de façon différente. Et pour ma part, Cyberpunk 2077 a résonné en moi pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui. Lorsque j'ai laissé ce jeu après avoir arpenté les rues de Night City de long en large, j'ai vraiment eu un sentiment de vide. Un vide qui ne se remplit que de ce que l'on vient de quitter. J'étais effroyablement attristé de quitter cet endroit qui avait fait naître en moi la volonté de parler des jeux vidéo comme ils m'ont parlé. Pour le moment, il n'est pas d'usage de parler de la traversée du désert que le jeu a traversé, mais cela n'enlève rien au fait que le jeu a été livré à lui-même avec certes des patchs par-ci par-là, mais rien de réellement concret. Jusqu'au 26 septembre dernier, avec la sortie du seul et unique DLC prévu pour le jeu, j'ai nommé Phantom of Liberty. Comme expliqué plus tôt, ce DLC est très important pour CD Projekt. C'est la dernière fois où l'on va entendre parler de Cyberpunk 2077 avant un long moment. Et si ce DLC s'annonce moyen, voire bon mais sans plus, ça restera la dernière image que les gens auront du jeu. Ce qui est loin d'être bon, c'est même catastrophique. Bref, plongeons de nouveau dans les rues sales et dangereuses de Night City et parlons de ce DLC. Phantom of Liberty prend part dans le quartier de Dogtown, une enclave de Night City non loin de Pacifica. Un choix qui a du sens quand dans la campagne initiale Pacifica, qui devait avoir une quête principale plus étoffée, s'est retrouvé amputé et condensé en à peine une poignée d'heures. Dogtown est une zone de non-droit autogérée par le dictateur local Hansen. Je n'en doute pas. Durant notre besogne habituelle consistant à se faire un nom dans cette ville immense tout en essayant de survivre, on va recevoir un coup de fil étrange nous indiquant un lieu où rejoindre notre interlocuteur. Une fois sur place, cette même personne nous indique vouloir nous aider à nous sauver de la relique de Johnny Silverhand en échange d'un petit service. Exfiltrer la présidente des NUSA qui va se cracher dans la zone de non-droit qu'est Dogtown dans peu de temps. S'ensuit une course pour récupérer, protéger et exfiltrer la présidente, suite à quoi on va faire la connaissance de Solomon Reed, un ancien agent infiltré de la FIA incarné par Idris Elba. Tout le reste de l'intrigue repose sur une possible trahison en interne et la quête ultime de libérer notre contact initial qui serait aux mains de Hansen. Je vais pas étayer plus, car l'histoire pour moi est suffisamment intéressante et bien ficelée pour la découvrir par soi-même. De ce côté-là, les Polonais savent écrire des histoires et c'est pas la première fois qu'ils l'ont démontré, que ce soit avec The Witcher ou avec la trame principale de Cyberpunk 2077. Quand j'ai joué ma première partie sur ce DLC, je me suis vite rendu compte que la fin sur laquelle je m'aiguillais allait être dure, dû au fait que tout le jeu est sadique avec les relations entre les personnages. Tantôt on va sympathiser avec l'un dans le dos de l'autre en comprenant ses motivations, tantôt l'inverse. Et ça n'a pas manqué, la fin est brutale, quelle que soit la fin choisie. Même la fin qui semble la plus happy ending ne l'est pas vraiment. Et je reviens sur ce que je disais déjà dans la vidéo que j'avais faite sur le jeu, mais le DLC n'est en rien différent du jeu. Ça ne peut pas bien finir. Night City vous mange et vous digère sans que vous ayez levé le petit doigt. Tout le cheminement pour en arriver au dénouement est d'une logique imparable, dure et brutale. Tout cela est lié à l'écriture des personnages qui sont plus que réussis. On a envie de les comprendre, d'abonder dans leur sens. Mais forcément, on peut pas être sur tous les fronts, et le choix de l'un se fait forcément au détriment de l'autre. Voir que l'un va en pâtir est un tel crève-cœur, mais malheureusement, nous ne sommes que des spectateurs d'événements passés qui rattrapent les protagonistes. D'ailleurs, pour rester encore sur l'écriture du DLC, on sent une grande inspiration du DLC sur la série Edge Runner parue le 13 septembre 2022 sur Netflix. Outre le fait que la série a donné un coup de pouce non négligeable au jeu, on sent des rapprochements avec la série dans ce DLC. Coïncidence ? Je peux pas le démontrer, mais à titre personnel, dans l'une des fins en particulier, les clins d'œil se font plus que sentir. Côté visuel, on a pas mal de choses. Dans les premières heures de gameplay, on a l'introduction de cette enclave avec des environnements encore plus délabrés que l'on pouvait voir dans Night City même. Une population encadrée non pas par la police, mais par la milice locale. On passe du sublime au pathétique dans les environnements, avec des clubs démesurés avec la fine fleur de la haute société, à un stade réaménagé, en marché, du tout et n'importe quoi, où l'on constate aisément la pauvreté dans laquelle les habitants vivent. Et côté gameplay, on a des nouvelles missions de fixeurs, avec le vol de véhicules pour le compte d'El Capitan, et des quêtes qui tournent plus vers la politique avec Monsieur End. Également, il y a un nouvel événement dans Dogtown pour récupérer de l'équipement dans des largages protégés par la milice qui peut apparaître aléatoirement dans le secteur. À cela s'ajoute une nouvelle compétence améliorable dans l'arbre de compétences qui ne peut être récupérée que sur des dépôts de matériel Militech qui permet de déverrouiller de nouvelles manières de se battre. Des nouveaux implants cyber sont par ailleurs disponibles pour parfaire votre merc de rêve. Quelques quêtes par-ci par-là, et voilà à peu près ce que l'on retrouve dans le DLC.
En termes de durée estimée pour ma part, je pense qu'il faut une dizaine d'heures pour en venir à bout. À titre personnel, j'ai apprécié cette extension pour le fait qu'elle me permet de justifier une nouvelle plongée dans le monde de Cyberpunk 2077. Non pas qu'il faille à tout prix une justification, mais d'avoir du neuf à se mettre sous la dent donne d'autant plus envie de relancer ce jeu dont j'affectionne la balade dans ces environnements urbains déments. D'un point de vue purement narratif, je trouve ce DLC être une franche réussite au même titre que la trame principale, ce qui est très bon. De ce côté-là, CD Projekt ont fait ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire faire des histoires. Maintenant, côté gameplay, c'est pas mirobolant non plus, mais dans l'absolu, j'ai pas à cracher dessus. Je pense que ce qui fait le sel de ce jeu, c'est l'histoire, et certes le gameplay reste le même que le jeu natif, mais ils réinventent pas la roue pour autant. Les armes font ce qu'on leur demande, et les implants permettent de faire des combinaisons intéressantes. La maniabilité reste brouillonne dans les combats au corps à corps, bref, c'est pas mauvais, mais c'est ce que Cyberpunk faisait déjà jusqu'alors. Par contre, je me dois de poser une question à CD Projekt. Est-ce que vous avez la moindre foutue idée de ce que vous faites ? J'ai volontairement omis de parler de la refonte de la version 2.0 de Cyberpunk parue le 21 septembre, soit 5 jours avant la parution du DLC, mais pour autant, il y a énormément de sujets à aborder. On va commencer par une simple énumération des faits, puis on rentrera dans le vif du sujet. Tout d'abord, ce patch est paru près de 3 ans après la sortie initiale du jeu. Dans ce patch, on retrouve un système de police remanié. Maintenant, la police a des patrouilles aux 4 coins de la ville et peuvent donc se déplacer en fonction de vos méfaits et également avoir recours à la MaxTac, qui est une cellule de la police suréquipée, de quoi bien augmenter la difficulté en cas d'escarmouche. De manière globale, l'intelligence artificielle a été améliorée, que ce soit en combat ou avec les PNJ qui peuvent prendre des décisions en fonction de vous. Par exemple, dépasser votre véhicule si celui-ci gêne le passage. En parlant des véhicules, de ce côté-là aussi, il y a du changement. On peut désormais acheter les véhicules depuis un terminal ou depuis votre planque sans avoir à aller les chercher là où les fixeurs vous donnent l'adresse. Et on peut à présent se foutre sur la gueule depuis nos véhicules respectifs. En dehors des véhicules, on peut à présent sprinter de manière infinie en dehors des combats, mais à contrario, en combat, les tirs vont puiser dans votre endurance. Les compétences de Netrunning ont été rééquilibrées et on voit de nouveaux implants cyber ainsi que l'apparition de l'armure sur la peau rendant les vêtements uniquement cosmétiques. Et enfin, une refonte complète du système d'arbre de compétences. Que ce soit bien clair, pour toutes et tous. Je suis pas ici en train de dire que le boulot effectué n'est pas gargantuesque. Mais je pense qu'il est important de comprendre pourquoi tout ce que je viens de lister, et soit partiellement, soit complètement un problème beaucoup plus dense. Quand le jeu est sorti, il était nécessaire de le patcher, et le plus tôt possible. Maintenant, il y a des concessions qui doivent être faites. Le jeu ne pourra jamais être comme vous et moi l'aurions voulu / imaginé. L'implémentation des mécaniques supplémentaires, je dis pourquoi pas. Le fonctionnement des véhicules, ok. La police qui n'était pas logique à la limite, mais l'arbre de compétences, pour moi, c'est une faute. Certains me diront à juste titre qu'il fallait bien rebalancer tout ça pour avoir un produit homogène. Mais avec cette refonte, CD Projekt nous montre qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent pour le jeu. En tout cas, je le perçois comme tel. Après montage de la vidéo, je me sens obligé de rajouter un complément à cette partie. De nos jours, il est plus que monnaie courante d'avoir des jeux en kit Day One avec une ribambelle de patch pour les finir dans la foulée. Le cas de CD Projekt en fait partie. Dans mon idée, s'ils avaient voulu changer l'arbre de compétences, ils auraient pu le faire bien plus tôt. Pour moi, encore, il est ici question d'un projet mal organisé où ils se sont rendus compte au moment du DLC que le jeu ne pouvait pas être équilibré avec l'implémentation des points reliques. Et à titre personnel, cette démarche, certes logique, pose un problème quant à l'organisation plutôt dans le développement du jeu que l'on sait déjà catastrophique. Devoir revenir sur un outil de gameplay central dans le jeu après autant de temps, c'est vraiment inquiétant. Même si j'insiste dessus, l'arbre de compétences du patch est intéressant, du peu que j'en ai vu. Tout ce que je dis ici n'est en rien une attaque contre les développeurs du jeu, mais plus envers les dirigeants dont j'avoue encore ne pas savoir comment me positionner vis-à-vis de leurs décisions. Si ici l'objectif était de faire table rase en disant voilà à quoi le produit fini devait ressembler, je suis désolé, mais on ne peut pas mettre sous le tapis tout ce qu'il y avait avant ce patch. Qui plus est, le faire avant la parution du DLC en voulant donner une toute nouvelle image au jeu de base. D'autant qu'au lieu de faire une refonte en profondeur du gameplay, ils auraient dû au moins se focaliser sur les problèmes de jeu avec les bugs qui dans certains cas peuvent empêcher le déroulement de certaines quêtes. Ah, et ne pensez pas que je parle que de Cyberpunk, et pas de Phantom of Liberty, parce que même là, on a une quête qui n'est juste pas accessible si on a le malheur de dire oui à un PNJ. Ou encore le fait que par commodité, CD Projekt nous annonce ne plus supporter le jeu sur disque dur, forçant tous les joueurs à jouer sur SSD, auquel cas les performances en seront grandement impactées. Et puis la grille des minimums requis pour faire tourner le jeu. Je suis ok avec le fait que ce soit un gros jeu, mais je le suis plus quand je vois des jeux faire ce que Cyberpunk 2077 fait, en mieux, avec plusieurs années d'avance. Il y a là un vrai souci dans l'optimisation, ou que sais-je, mais demander à son public pour un DLC d'upgrade toute sa config pour jouer, je trouve ça au minimum honteux et au maximum de l'incompétence. Et avec tout ce que je viens d'énumérer, je suis sincèrement triste.
Parce qu'à chaque opportunité que les développeurs de CD Projekt avaient de montrer vraiment ce que le jeu devait être, un responsable devait leur dire que dans les temps impartis, c'était tout simplement impossible. Ne prenez pas ces allégations pour argent comptant, je n'ai pas la preuve de ça, mais au vu du passif de jeu, cela me semble pas déconnant à imaginer. Et si à mon humble échelle je me sens trahi, je n'ose penser comment les développeurs doivent vivre le fait de travailler sur un pantin qu'ils savent handicaper avant même de l'avoir fini. Voilà où j'en suis. Je suis tiraillé entre un jeu que je voyais comme le jeu que je n'avais jamais rêvé de jouer et le jeu de toutes les désillusions. Même si les modeurs ont fait de leur mieux pour rendre le jeu le plus proche de leur vision, il n'empêche que l'entreprise originale ne pouvait pas se solder autrement au même titre que la narration de V et de Johnny Silverhand. Dur et brutal. Je peux pas malgré tout dire que ce DLC n'est pas recommandable. Si comme moi vous avez malgré tous les défauts apprécié Night City et les histoires qu'il nous fait vivre, foncez en connaissance de cause. Dans le cas inverse, vous risquez de vous souvenir comment CD Projekt a fait d'une si grande ambition un jeu moyen, mais sans plus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter, ça me ferait super plaisir. Une conclusion douce amère pour un jeu que j'ai découvert il y a peu et qui justement a fait naître en moi la volonté de vous parler des jeux vidéo comme ils m'ont parlé. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, on se dit à la prochaine, c'était Akani, à une prochaine. Ciao.